Rapport journalier de la première cohorte Acutanorum Veterana Equitata, rédigé par Camulogénos Dewili Filius, au poste de Cornicularius, le 7e jour avant les ides de septembre, en l'an de Rome 803. Nous nous installâmes dans un fort au nord de Mogontiacum, dans la province de Germanie supérieure, à la frontière avec le peuple d'Hécatie. La seconde cohorte, Raetorum Civium Romanorum Equitata, demanda du renfort, car des éclaireurs avaient rapporté des mouvements chez les Germains. Le souvenir de la destruction du camp de Flevum par les Frisons étant encore proche. Une fois assurés qu'il n'y avait aucun danger, nous reprîmes la route vers un fort plus au nord où nous devions nous établir. La cohorte arriva sous une épaisse brume, que les rayons du soleil avaient du mal à percer. Heureusement, elle se dissipa rapidement, nous permettant de monter le camp sous l'éclat de l'astre du jour. Les soldats prirent leur quartier, tandis qu'une patrouille partait en reconnaissance. Ce soir-là, 2 nouvelles recrues venues de Gaule Belgique étaient attendues, permettant ainsi de rétablir l'effectif suite au départ de 2 soldats en fin de service. À la nuit tombée, les soldats de garde sur les remparts firent briller les créneaux avec leurs torches, perçant la sombre nuit germaine. Sous la tente du centurion, Loptio et moi-même rédigions le rapport journalier de notre unité, rapport qui fut ensuite transmis au préfet. À l'entrée de l'une des portae principales, un signal fut donné par les gardes. Une torche éclairait 3 silhouettes s'avançant hors de l'ombre vers le fort. L'une d'elles se présenta. C'était un vétéran qui accompagnait 2 jeunes recrues. Notre homme, positionné dans l'intervalle des 2 tours, informa les soldats de leur arrivée. Ils étaient accompagnés par le vétéran Tercius, comme l'indiquait la tablette qui nous avait été transmise. Le Tesserarius Corvus, plus haut gradé à proximité, responsable des mots de passe et des ordres, alla à leur rencontre pour vérifier leur tablette d'identité et d'affectation. Il missionna le soldat Aquila pour rapporter ce document jusqu'à la tente de commandement. Celui-ci devait le transmettre au corniculaire, soit le chef de l'officium, le bureau administratif, et par la même occasion, faire part de leur arrivée à l'Optio et au centurion. Lorsque l'état-major eut approuvé les documents, je me rendis à la porte pour informer Corvus que tout était en ordre. Une fois ces formalités passées, j'accompagnai ces soldats jusqu'à notre camp. Guidé par l'éclat de la flamme que je tenais fermement, notre groupe put facilement gagner le camp où il devait se présenter à notre centurion ainsi qu'à l'Optio. Ce dernier leur montra où dormir, car le lendemain, ils seraient officiellement intégrés à la cohorte. Leur équipement leur serait remis, ils prêteraient serment et bien sûr, ils commenceraient leur entraînement. Au matin, après une nuit marquée par les rondes des soldats corvéables, le soleil apparut dans un ciel d'un bleu éclatant. Ce spectacle ne serait qu'un lointain souvenir une fois l'hiver sombre et glacial installé. Pour aborder plus en détail notre unité, nous faisons partie d'une cohorte équestre composée de 2 tiers de fantassins et d'1 tiers de cavaliers, spécialité où les Gaulois et les Germains étaient parmi les plus habiles. Ces cavaliers excellaient aussi bien sur le champ de bataille qu'en mission de reconnaissance. Tous les jours, nous étions inspectés par l'Optio, parfois en présence du centurion. Il était important que tous soient en bonne santé pour, d'une part, être capables d'effectuer leurs tâches journalières correctement, et d'autre part, isoler les éventuels malades et les soigner. L'équipement était aussi inspecté régulièrement. Les recrues furent reçues dans le Principia. Le premier soldat, âgé de 24 ans, s'avança. Il fut rapidement surnommé Crispus en raison de ses cheveux frisés. Le centurion et moi-même procédions aux vérifications d'usage avec l'aide de l'Optio. Tout d'abord, nous savions que ce soldat n'avait jamais été condamné et que son père exerçait une profession respectable. Certains métiers, comme celui de marchand d'esclaves, étaient jugés déshonorants, même si cela ne concernait que son père. Ces informations étaient vérifiées lors du recrutement. Comme toujours, un examen physique était effectué. Les soldats devaient mesurer au minimum 6 pieds, avoir une bonne vue, être bien bâtis et avoir une bonne dentition. Vint ensuite l'examen intellectuel. Ils devaient savoir parler et surtout comprendre le latin, car bien que nous ne soyons pas légionnaires, il s'agissait de la langue officielle de l'armée. Avec un bon niveau d'écriture ainsi que de lecture, la recrue pouvait prétendre à un poste d'employé de bureau. La maîtrise des chiffres était aussi une compétence recherchée, mais ce ne fut pas son cas. Une fois les examens terminés, son équipement lui fut remis. À chaque remise de solde, une partie lui était prélevée pour payer cet équipement dont il devenait propriétaire. Hormis son casque, son armure et son glaive, sa ceinture militaire était un symbole essentiel de son statut de soldat qu'il pourrait décorer à sa guise. Nous lui avions remis celle qu'un vétéran avait revendue. Une fois Crispus équipé, ce procédé se répéta avec la 2e recrue.
Il était désormais temps pour Crispus et son camarade de prêter serment à Rome devant notre vexillum, l'étendard de la cohorte. Désormais, ils acquéraient le statut de miles. Ils n'étaient plus de simples civils, ils s'engageaient à servir fidèlement l'Empire durant leurs 25 années de service. Une fois cet engagement accompli, ils obtiendraient la citoyenneté romaine telle que l'avait voulu Tiberius Claudius Drusus, notre empereur. Ils devraient apprendre à reconnaître les étendards, le signum, qui était une haste ornée de diverses décorations, et le vexillum, une bannière portant le nom de l'unité. Ces enseignes, en plus d'être sacrées, jouaient un rôle essentiel sur le champ de bataille, car elles leur permettaient de se rassembler et de transmettre les ordres. De la même manière, les jeunes devaient aussi savoir identifier leurs supérieurs. Chaque jour, nos soldats devaient s'entraîner. Ils s'adonnaient à des exercices physiques comme la course ou la lutte, ainsi qu'au maniement des armes et aux manœuvres. C'était le cas pour nos 2 recrues qui découvrirent la lance, une spécificité de l'infanterie auxiliaire, ainsi que le glaive et le bouclier d'entraînement, plus lourds que leur équipement habituel. Cela les endurcissait et au combat, le poids de leurs armes ne serait plus un problème. Sous la surveillance de leurs optios, ils s'entraînèrent face à des soldats plus expérimentés ainsi qu'avec le poteau d'entraînement. Ils apprirent aussi à marcher en formation et à obéir aux ordres en latin. Puis vint l'exercice des manœuvres complexes, comme le contra equites, destiné à repousser une attaque de cavalerie et une volée de projectiles. La première ligne s'agenouillait et la seconde restait debout, en plaçant le bouclier par-dessus ceux de la première. Une autre, l'orbem, consistait à former un cercle défensif autour des officiers. Cette manœuvre de la dernière chance marquait bien souvent les derniers instants d'un soldat sur le champ de bataille. Si le glaive ne pouvait plus rien pour vous, il ne restait plus qu'à implorer vos dieux. Ces exercices nous rendaient efficaces sur le champ de bataille et réduisaient nos chances d'être pris au dépourvu. À la guerre, aucune erreur n'était pardonnée. Notre armée, bien entraînée et disciplinée, représentait un avantage considérable face aux autres peuples. De jour comme de nuit, les soldats étaient constamment occupés et devaient accomplir un certain nombre de missions ainsi que des corvées plus ou moins éprouvantes selon leur grade. Les soldats corvéables, tels que les munifiques, devaient partir en forêt pour ravitailler les foyers en bois nécessaires à la cuisson des aliments tout au long de l'année et au chauffage dès l'arrivée du froid. Parmi les corvées les plus pénibles figurait la garde. Le mot de passe, transmis par le tesserarius, était écrit sur une tessère, un fragment de poterie, d'où le nom de ce grade. Répartis en différents postes, les soldats effectuaient cette tâche à toute heure et par tout temps, assurant ainsi une surveillance constante du fort. Certains soldats, les principales, n'étaient pas corvéables car ils maîtrisaient des savoir-faire spécifiques tels que la fabrication ou la réparation d'objets. Une autre compétence était l'écriture pour les travaux administratifs. Le moindre fait était noté et archivé. Le bureau administratif était placé sous la responsabilité d'un corniculaire qui avait sous ses ordres divers assistants assignés à des tâches précises. Cela pouvait être la gestion des comptes, la rédaction de documents ou la prise de notes relatives à de divers sujets. Le corniculaire devait réunir ces informations collectées par ses commis et en rédiger un rapport. L'état des stocks de vivres et des hommes disponibles devait être connu en permanence. Ainsi, la journée pouvait être organisée efficacement par le centurion. Les soldats portaient parfois leur armure pour des missions hors du camp. Bien qu'il existait plusieurs modèles, l'armure en anneau métallique fermée par un rivet était la plus répandue. Même si elle était assez souple, elle nécessitait souvent de l'aide pour être enfilée. L'armure en écaille métallique, en fer ou en alliage de cuivre était surtout revêtue par les officiers et les sous-officiers, comme les porte-enseignes et les centurions. Enfin, l'armure en plaque métallique, également très résistante, nécessitait un entretien rigoureux car les courroies et liens en cuir pouvaient se détériorer. Selon la richesse du soldat, ces armures pouvaient être ornées d'accessoires décoratifs. Les attaches d'épaulières des armures en maille pouvaient être plaquées en étain ou en argent. Ces décorations, en plus de leur aspect brillant, protégeaient l'alliage de cuivre de la corrosion. Les casques, quant à eux, variaient en forme et en matériaux, composés en fer, en alliage de cuivre, parfois étamé ou argenté.
Bien qu'établis dans un fort permanent, les hommes effectuaient des patrouilles à l'extérieur. Leur principal objectif était d'impressionner les populations locales afin de dissuader toute attaque, même en temps de paix. Un autre objectif consistait simplement à surveiller les populations locales et leurs mouvements, dans le but de récolter des renseignements et de renforcer la sécurité. Bien sûr, tout cela était consigné par écrit. Leur corvée terminée, les soldats avaient du temps pour nettoyer et éventuellement réparer leur matériel. Étant donné qu'il s'agissait de leur outil de travail, ceux-ci devaient être maintenus impeccables. Les clous de leurs chaussures tombaient parfois, les obligeant à les remplacer. Les casques et les armures devaient rester propres. Au-delà de l'aspect fonctionnel, avoir du matériel en bon état prouvait la rigueur de notre armée. L'exercice, la préparation des vivres et la préparation au combat imminent faisaient partie de notre devoir. Une vie grouillante qui ne se limitait pas à l'intérieur des fortifications du Castra, puisque c'est tout un monde qui évoluait aussi à ses abords. Plusieurs milliers de personnes peuplaient les agglomérations établies en s'étendant sur environ 2 km aux alentours. Je n'étais pas là pour le voir, mais à ses prémices, notre agglomération ne comptait qu'un petit regroupement d'artisans et de commerçants. Un modeste centre commercial qui comptait dorénavant plusieurs centaines de familles établies. La grande majorité vivait de ces échanges commerciaux avec l'armée, mais ce n'était pas mon cas. Née esclave, j'étais au service de Marcia Flavia Caesula, fille d'une riche famille de marchands. Précocement devenue veuve, son père lui avait permis d'établir un comptoir dans lequel affluaient les épouses des officiers, les hommes les plus aisés des environs, mais aussi parfois de simples soldats. Car maréchaux ferrants, menuisiers et cordonniers avaient beau être fort utiles, ils ne suffisaient pas à satisfaire tous les besoins des militaires. Par exemple, dans cette échoppe, on y vendait du tissu. Quelques coupons de lin, mais surtout de la laine, plus facile à tisser et sur laquelle les bains de couleur tenaient bien mieux. Mais l'un des endroits préférés des militaires pendant leur temps de repos était de loin la popina que tenait Kinkinata, une taverne dans laquelle ils se rendaient pour dilapider leur solde dans le jeu, le délicieux moulzoum de la patronne ou encore les jeunes gens, filles ou garçons. La cuisine de Souhous y était aussi prétexte et avec le temps, il devint de plus en plus difficile de déchiffrer les graffitis gravés sur les tables. Les derniers en date firent d'ailleurs honneur aux cuisiniers. Je ne vendrai pas ce dîner à un dieu, mais aussi aux atouts de l'une des jolies serveuses. Tutoronia au beau cul. Par chance pour ma maîtresse, certains militaires s'avéraient plus raffinés que d'autres. Et c'est à ces derniers qu'elle réservait une partie de sa marchandise. Car il n'était pas rare qu'un soldat s'amourache d'une demoiselle des environs et vienne lui choisir un bijou ou une huile parfumée. C'était d'ailleurs le cas du Beneficiarius Gabrielus Candolifilius qui, bien que militaire et donc interdit de mariage avant la fin de ses 25 années de service, entretenait depuis plusieurs années une idylle avec celle qui a les cheveux qui bouclent de la taverne. Une situation qui n'avait rien d'exceptionnel ni de honteux, puisque aucune règle ne contraignait les militaires à la chasteté. Certains l'avaient d'ailleurs très bien compris, mais je garderai leur prénomen pour moi seule. Retenez seulement que bon nombre d'entre eux menaient une vie de famille avec compagne et enfants. Et si certains avaient attendu de s'établir au nord de Mogontiacum pour trouver celle avec qui partager leur vie, j'avais aussi rencontré des femmes venues de tout l'Empire pour suivre le soldat qu'elles avaient un jour rencontré. Je ne pouvais me replonger dans ces souvenirs sans évoquer Ottilia, qui avait jadis quitté sa Dacie natale pour suivre celui qui, aujourd'hui, était devenu son époux. Je ne pus retenir un léger rictus en me remémorant l'arrivée de la femme du centurion de la cohorte qui, elle aussi, avait fait un long périple depuis Windunum pour rejoindre son mari lors de son affectation. Arrivée avec ses amphores d'huile d'olive, ses fourrures et ses bijoux, elle avait emménagé dans une superbe domus au sein d'un luxueux quartier. L'une de ces esclaves avec laquelle je m'entretenais souvent m'avait un jour raconté que sa maîtresse, en proie au mal du pays, passait la majorité de ses journées à correspondre avec l'épouse d'un centurion établi dans un fort un peu plus éloigné. À ce propos, veillez à toujours bien traiter les esclaves qui vivent et travaillent au sein de votre domus. Ils sont les oreilles de vos murs, et seul le respect qu'ils vous portent les empêcheront de commérer à votre sujet. En somme, vous l'aurez compris, peu d'entre nous étaient nés ici. Marcus Antiochos venait d'Antioche, Camulogénos de Britannia, l'épouse d'un haut gradé avait même fait le voyage depuis l'Afrique. Vous ne pouvez imaginer combien la pauvre a souffert du rude climat de sa nouvelle province.
Moi-même, ayant passé la première moitié de ma vie dans le nord de la Gaule, j'étais forcée de superposer de nombreuses tuniques de laine durant l'hiver. Ainsi, notre population était d'une très grande mixité provinciale, et ce aussi bien du côté des militaires que du côté des civils, certains marchands n'hésitant pas à traverser l'Empire pour venir s'installer. Certains marchands, oui, mais pas seulement, car cohabitaient avec nous une toute autre catégorie de personnes venues pour gagner sa vie, les artistes. Acteurs, dresseurs, danseurs ou encore musiciens, il n'était pas rare de croiser des professionnels du spectacle dont l'art nous divertissait tous. Parmi eux, Gaia Apollonia, Fidicina et célébrités locales régalaient la bonne société des environs, notamment lors de banquets ou de cérémonies religieuses féminines. Car nous n'étions pas dépourvus de spiritualité, loin de là. Différents temples coexistaient et il m'arrivait souvent de croiser Carolus Mandrianus, le Flamine à qui appartenait d'ailleurs la Popina, ou encore Lucia, prêtresse d'Isis. Plus récemment, un nouveau bâtiment monumental avait vu le jour. Dans le but d'asseoir localement le prestige de leur gentilice, la famille de ma maîtresse avait financé la construction de thermes publics. Lorsque je n'y accompagnais pas Marcia Flavia, il m'arrivait fréquemment d'y travailler. Là encore, et même si les soldats possédaient leurs propres thermes à l'intérieur du castrat, il m'arrivait d'en croiser venus se baigner ou réaliser une petite partie de trigon sur la palestre. La nuit, alors que les soldats de garde sur les remparts accomplissaient leurs tâches, d'autres étaient réunis autour du feu, profitant de ces rares instants de calme pour échanger entre eux. Ces soldats furent les sentinelles de l'Empire romain, surveillant la frontière d'éventuels mouvements de troupes. Néanmoins, elle n'était pas hermétique et de nombreux échanges culturels eurent lieu. Loin d'avoir été une construction uniquement défensive, le limes servait aussi à contrôler le commerce en prélevant une taxe sur les marchandises entrantes ou sortantes. 2 millénaires plus tard, les monuments qui abritaient ces lieux de vie marquent encore nos paysages, défiant les éléments et le temps. Certains ont certes perdu leur majestueux éclat antique, mais ils sont devenus des vestiges à la beauté enchanteresse et mystérieuse. Cet immense empire s'est éteint suite à de nombreux bouleversements. Néanmoins, la pierre, tout comme les écrits, ont rendu le souvenir de ces hommes et de ces femmes éternel.